Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On n'est pas passé inaperçu par rapport au discours du FOMC, on était très présent dans le Discord à 19h heure pétante. On va bien sûr en parler dans cette vidéo très rapidement. On ira un petit peu plus loin par rapport à des prédictions ou des prévisions par rapport à des opérateurs de marché courant 2023. Il y a des choses très intéressantes potentiellement à observer qui pourraient éventuellement impacter de près voire de loin notre ami Bitcoin et l'intégralité des cryptos actifs. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, on fait des vidéos quotidiennes sur les rois du Bitcoin, que ce soit pour parler des cryptos actifs, que ce soit sur les marchés traditionnels, plutôt techniques, fondamentales également, investissement, que ce soit sur du court, moyen, long terme, je le dis clairement jamais, n'hésitez pas à liker cette vidéo encore une fois pour pouvoir booster l'algorithme de YouTube et ça fait toujours plaisir, on va parler de tout ça dans cette vidéo, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, dans l'onglet documentation. Parmi tant de documentation, beaucoup partagées par les membres du Discord. Le lien sera dans la description. Une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On commence tout de suite avec Bitcoin. 3 possibilités. Vous savez, les marchés financiers ne sont pas binaires. C'est pas soit la hausse, soit la baisse. C'est aussi potentiellement la neutralité. C'est éventuellement ce que j'avais encadré hier encore sur le Discord. C'était juste ici. Je pense qu'on restera neutre. On fera peut-être un petit peu de chasse à la liquidité, que ce soit au nord ou au sud, pour aller chercher des vendeurs ou des acheteurs en levier d'achat un petit peu trop motivés et potentiellement revenir à notre point de départ très proche des 20 400 $, 20 500 $. Bon, bah, ça n'a pas loupé. C'était plutôt, entre guillemets, ma prédiction à moi personnellement. Donc, c'est plutôt intéressant de l'observer. Pourquoi? Puisqu'on avait très bien anticipé un 0,75 points de base, potentiellement un discours relativement neutralisé par rapport à Powell, même s'il est plutôt bénéfique pour le coup pour les marchés financiers, puisqu'il encadre dans son discours un potentiel ralentissement de l'augmentation de la hausse des taux. On n'est plus sur des 0,75 points de base, 0,75 points de base, 0,75 points de base, comme il avait potentiellement été anticipé par le marché encore hier, mais on passe à plus 0,50 points par rapport au mois de décembre. On va bien sûr en parler dans cette vidéo. Donc 3 possibilités, soit la hausse, bon bah super, 0,50% de points de base, d'ailleurs ça fait to the moon, c'est formidable. La Fed lâche, bah c'est pas ce qui s'est passé. Deuxième possibilité, la Fed, 0,75 points de base, voire 1%, mais personne n'y croyait, mais 0,75 points de base, et on n'est pas prêt d'arrêter, on continuera 0,75 points de base jusqu'à temps qu'on revienne à une inflation à 2%. À ce moment-là, ça aurait plutôt été enquiché derrière, on aurait potentiellement vu les bas-fonds du désespoir, et notamment que le S&P 500 est parti un petit peu plus profondément que notre ami Bitcoin. Bitcoin reste fort ici, troisième possibilité, neutralité, c'est ce qu'on avait encadré, et puis on est quasiment revenu au moins de départ actuellement, là où je vous parle, 20 300 $. On attendra tout simplement le marché décider de poursuivre ou non ce petit rallye qu'il a anticipé, ou qu'en tout cas qu'il a débuté. Non, ni plus ni moins. Côté Bitcoin, on va pas en parler plus que ça, on fait un tout petit peu d'order flow. Je vois strictement rien. Personnellement, on reste très neutralisé. On a un ratio long short relativement en faveur des longs actuellement, 60, 57, 43 à peu près. Rien de plus, rien de gravissime. On a un funding légèrement négatif en dehors de Binance. On est relativement neutre, voire négatif, parce que je reste toujours sur une neutralité à 0,03 pour avoir ma neutralité au niveau de Binance. Actuellement, on est plutôt en IIT côté vendeur à découvert. Donc je pense qu'on peut continuer ce petit rallye tranquillement, aller chercher des 21 500 $, 22 500 $ sans aucun problème, sans pour autant retracer fortement pour aller chercher des poches de liquidité. Le maximum qu'aurait potentiellement aller, c'est les 19 500 $, ça on le voit depuis plusieurs jours sur The Kingfisher, vous avez des très jolies poches de liquidité qui sont toujours ici, à attendre de se faire venir ou liquider si vous voulez aux alentours des 19 500 $. Voilà, ça c'était côté Bitcoin. Ethereum c'est relativement la même chose, j'aimerais qu'on parle S&P 500, ça retrace un peu plus profondément, mais où est-ce qu'on va avec ce S&P 500? Bon, ni plus ni moins sur un premier arrêt, soyez complètement rassurés, on travaille le premier arrêt, tant que le premier arrêt est le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire une continuation tendancielle haussière, donc c'est clairement éventuellement ce qu'on pourrait encadrer. Trader de tendance, c'est à vous, positionnez-vous, on le voit beaucoup mieux je pense au niveau des contrats futurs ici sur l'ES1 par rapport au S&P 500, on est pile, enfin on peut pas faire mieux pour le coup, hein. On est pile sur le premier arrêt, je suis actuellement 4 heures, boum, ça clôture ici, on rebondit, on revient travailler, premier arrêt, tant que le premier arrêt tient, le plus probable qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus haut et continuer cette petite dynamique tendancielle haussière. Soyez vigilants par rapport au premier arrêt de tout le précédent mouvement, 4 piles points, l'objectif à très court terme, voilà pour ça. Côté Nasdaq, on voit autre chose, c'est un petit peu moins bullish, pour le coup on rentre très proche d'une zone de rechargement d'achat très court terme, pardon, et il faut essayer de comprendre mais pourquoi le Nasdaq et les valeurs technologiques se font autant démonter en réalité. Voilà, on arrive pile sur un 0,618, trader de suite en premier arrêt cassé, derrière zone de rechargement d'achat, premier arrêt de tout le précédent mouvement 10 500 points, on peut potentiellement encadrer des investissements
sur ces niveaux de prix complètement rationnels, bien évidemment, on est sur des take profits de vendeurs à découvert. Donc ici, vous avez à la fois des achats dans une zone de rechargement, d'achat pour faire du suivi de tendance, et des vendeurs à découvert qui prennent profit sur ces zones de take profit très proches des 10 400, 10 450 points, bien évidemment. Mais alors pourquoi les valeurs technologiques se font démonter? Je vais vous donner une réponse extrêmement simple et limpide. Les valeurs technologiques et les entreprises technologiques, notamment américaines, mais c'est partout dans le monde, bien évidemment, ont de très forts besoins en financement pour accompagner à la fois leur développement et à la fois leur croissance. En somme, si tu ne te développes pas, si tu ne crois pas, tu meurs. Tout simplement. Ça, c'est super important. Et on le sait que dans un contexte où une dynamique de marché relativement baissière actuellement, avec des forts taux d'intérêt qui remontent depuis maintenant 1 an, et ben malheureusement, ces valeurs technologiques ou ces boîtes technologiques qui ont fortement besoin de lever des capitaux sur les marchés financiers pour pouvoir s'autofinancer, se financer, pour pouvoir se développer, ont beaucoup plus de mal. L'argent coûte plus cher et bien évidemment que les valeurs technologiques se font des montax patatas. Les rebonds des valeurs technologiques se feront si on vient à encadrer de façon certaine au niveau des opérateurs de marché un pivot de la Fed, pour pouvoir redonner beaucoup plus de latitude par rapport aux valeurs technologiques. C'est pour ça que je vous dis et je vous redis, ne vous jetez pas sur Meta. Meta, ça sert strictement à rien. On est en train de baisser, on est en train de se faire éclater la tronche. Les 100 $, c'est tentant, mais ça repère 10% derrière. Attendez des structures de marché. Vous les aurez, vos structures de marché, courant 2023, sauf si cataclysme financier ou crise de dette ou tout ce que vous voulez, ou crise nucléaire. Mais actuellement, vous n'avez strictement rien. Attendez des petites structures en W weekly, parce que la seule chose que vous risquez en fait d'avoir en attendant, c'est quoi? C'est des structures en W weekly plus bas. Après, acheter un aveugle à 886, c'est pas complètement délirant, mais soyez très vigilants. Les 100 $, ça paraît joli sur le papier, mais Meta est dans une dynamique tendancielle fortement dégradée. Fortement dégradée. Et ce n'est pas que son besoin en financement, c'est sa capacité incroyable à cramer des milliards de dollars pour un métaverse que personne ne veut. Ou en tout cas que beaucoup boudent, si vous voulez. Donc ça, c'est super important, et je pense qu'il faut vraiment le garder en tête. Je ne dis pas que Meta est à mettre à la poubelle. Je vais me positionner sur Meta, sur des structures en W weekly. Tout simplement, lorsque des conditions géopolitiques, économiques, macro et microéconomiques seront potentiellement favorables. J'ai pris d'autres positions sur d'autres valeurs technologiques qui ont beaucoup plus retracé, notamment chinoises, parce que c'est davantage lié à des conjonctures politiques, si vous voulez, par rapport à la réélection de Xi Jinping, qui est un peu plus ferme par rapport à la politique d'investissement que ces entreprises type Alibaba, type NIO, etc. Mais je pense qu'on est quand même sur des forts points bas, et vous pouvez bien évidemment essayer d'encadrer des investissements plutôt sur les valeurs chinoises, puisqu'elles se font énormément dégommer et décrier. Mais c'est normal, c'est la conjoncture qui veut ça, donc je les regarde un peu plus que les valeurs américaines. Les valeurs américaines, on le saura quand ça repartira, c'est lorsque la Fed fera son pivot tout simplement, ou que le marché aura la certitude que ce pivot soit fait. Côté discours de Jérôme Powell, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes à comprendre, je vais vous le résumer en 4 points. Et il y a une news qui est passée d'ailleurs par rapport à ça. Je ne sais plus où est-ce que c'était. Voilà. Que doit-il se passer pour que la Fed mette fin à la hausse des taux? En fait, quand je reçois ça, je suis toujours très content. Je me dis, on va avoir la réponse chez investing.com par rapport à un petit journaliste qui va nous le proposer. Bon, bref, je vais le résumer très fort. En 1, croissance inférieure à la tendance. Bon, je résume, une récession. S'il y a récession, en effet, la Fed devra intervenir. Un marché du travail plus tendu. Augmentation du chômage. Évidemment, on nous le bassine depuis plusieurs mois. Il n'y a pas assez de chômeurs. Perdez vos jobs, arrêtez de consommer, si vous avez plus de thunes, vous consommez plus, l'inflation diminuera, donc la Fed fera son pivot. 3, des preuves claires et convaincantes que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2%. Waouh! Donc avec ça, en réalité, on n'est pas plus avancé. Moi je pense qu'il y a 4 choses qu'il faut quand même rappeler par rapport au discours de Jérôme Powell. Le premier, c'est par rapport aux quels sont les effets, quels sont les délais qui vont affecter par rapport à un potentiel pivot de la Fed dans les prochains mois. Pas prochaines années, mais vraiment prochains mois. Ça, c'est super important. 1, l'activité économique. Tant qu'elle se porte bien, en réalité, il n'y a pas forcément de pivot de la Fed si l'économie américaine reste résiliente. Aujourd'hui, on est sur un PIB annualisé, une taux de croissance annualisé à 1,8% aux États-Unis. 2, si l'inflation diminue. Ça, c'est super important et on a des indicateurs techniques qui nous montrent ça. Qui ils sont? C'est exactement ça. Au niveau vous pouvez regarder l'IPC Core si vous voulez, vous avez le CPI également. Donc il y a le PCE Core que vous aurez le 1er décembre, ça c'est super important, et l'IPC qui sera le 10, donc jeudi prochain me semble-t-il, je crois que c'est jeudi le 10, je sais plus. En tout cas vous aurez l'IPC. Ou le CPI si vous voulez en anglais. Donc 8,2 actuellement. C'est super important parce que si ceci augmente, c'est le crash derrière. En tout cas les valeurs cotées en bourse
S&P 500, Nasdaq, crypto vont se faire dégomax patatax. Soyez-en quasiment convaincus. Si jamais on a une augmentation et qu'on comprend qu'on n'est pas sur un plateau haut, si vous voulez, qu'on amorce une descente au niveau de l'inflation, partez du principe que la Fed n'aura pas, entre guillemets, réussi son pari et les marchés vont très fortement corriger. Il y a aussi deux choses qui sont très importantes, c'est tout ce qui est développement économique et tout ce qui est développement des marchés financiers. Parce que la Fed, bien évidemment, a un regard là-dessus. Ce n'est pas une priorité pour eux. Il le dit, il le redit. Ce qui l'intéresse, c'est l'inflation et se rapprocher des 2%. Dès lors, on peut aller faire un tout petit tour et je trouvais ça intéressant par rapport aux prévisions des indicateurs économiques, notamment aux États-Unis. Vous avez des choses qui sont très intéressantes. Les obligations à 10 ans pour Q1, Q2, Q3 et 2023, donc c'est fin 2023, à fin 2023 moyen. Si vous voulez annualiser, on serait à 5% à peu près au niveau des taux directeurs des obligations d'État. Vous avez le DXY, donc c'est la monnaie, le dollar, qui serait à 119. C'est intéressant de le voir parce qu'actuellement on est à 112, on peut éventuellement l'observer ensemble, juste ici, 112, 796. Les opérateurs de marché le voient courant 2023 à 119. Maintenant que vous voyez ça, vous dites, ouais, si on a une augmentation au niveau du DXY, bah c'est pas bon pour le dollar, c'est pas bon pour les valeurs. Et bah vous avez raison, c'est pas bon pour les valeurs. En tout cas, les opérateurs de marché l'encadrent. Donc Q4 112, nous y sommes, on y rentre. Après c'est 114, 115, 116 et annualisé 119. Donc ça veut dire qu'on pourrait éventuellement aller chercher du 120, 127, 122. Sans aucun problème pour l'annualiser. Vous avez une croissance potentiellement qui va continuer à s'apprécier doucement mais sûrement, donc on quitterait la récession, 0,2, 0,5, 0,8, 1,5 annualisé, 1,2, si vous voulez en 2023. Vous avez le taux de chômage qui va augmenter jusqu'à 4,4, donc une croissance au niveau du taux de chômage. Actuellement on est à 3,5 aux États-Unis, on passera à 3,8, 3,9, 4, 4,2, 4,4. D'accord? Donc, tout ce qu'on est en train de voir là, je vous laisserai le reprendre, c'est United States Forecast, donc au niveau des prévisions. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que actuellement le marché tente de pricer ce type de choses. Le marché tente de pricer et d'anticiper ce type de choses à 6, voire 9 mois. Ça, c'est super important. Donc, bien sûr, par rapport au DXY, parce qu'on a tous les yeux dessus, je pense que c'est peut-être un biais de l'esprit ou une vue de l'esprit qu'on a par rapport à ça. Vous avez raison de façon mécanique, si le DXY augmente, si le dollar est fort, les valeurs technologiques, les valeurs à risque ou les cryptoactifs vont se déprécier. Pourquoi? Parce que mécaniquement corrélé au niveau du DXY. Oui, mais il y a beaucoup de cash actuellement qui est dormant. Beaucoup de cash qui est à l'extérieur, si vous voulez, des marchés. Donc, partez du principe que beaucoup, probablement, si on voit en fait un DXY s'apprécier et continuer à s'apprécier, ce sera plutôt négatif par rapport aux autres monnaies fiduciaires. Je parle de yuan, je parle de la monnaie japonaise, je parle de l'euro, je parle de la livre turque, je parle de ce que vous voulez. Donc il y a déjà un effet par rapport au forex et les valeurs, bien évidemment, pourraient potentiellement se déprécier, même s'il y a beaucoup, ça c'est très important, beaucoup de cash qui pourraient rentrer sur des bons résultats d'entreprise sur les premiers quarters ou sur les derniers trimestres 2022 par rapport aux cotations et par rapport à nos entreprises. Ça peut être confirmé. On peut avoir de bons résultats et le cash viendra naturellement dans ces valeurs à risque, bien évidemment. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on est en train d'observer. C'est pas parce que, encore une fois, il y a une très forte augmentation au niveau du DXY que mécaniquement, on sera plus bas par rapport à nos valeurs tech ou par rapport au Bitcoin. Je vous le dis pourquoi. Parce que si vous prenez depuis la création de Bitcoin en 2000, on avait fait ce gros exercice-là en 2008. Donc c'était ici 2008. Partez du principe que Bitcoin, ici, était à 1 centime de dollar et Bitcoin, ici, est à 20 000 $. Bitcoin n'a jamais connu, et je le rappelle, de marché baissier sur le dollar index. J'ai hâte de voir ce que ça passera quand on sera en marché baissier sur le dollar index et qu'on ira voir potentiellement des plus bas. Vous avez ici, on avait fait cet exercice, votre Bitcoin à 1 million de dollars, il est ici. Le fondamental rattrape toujours la technique. Le dollar est fort, il y a des conditions conjoncturelles qui expliquent un dollar fort actuellement, même si c'était très difficile entre guillemets à appréhender et à pricer, vous pouvez bien sûr l'imaginer. On n'a jamais connu un dollar faible ou se déprécier par rapport à une valeur comme Bitcoin. C'est super important. Donc ça ne veut pas dire, pour répondre à cette question, même si vous avez un 121 au niveau du DXY, que Bitcoin est un 12 000 $. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout simplement. Voilà pour ça. Ça, c'était super important. On continue avec 3 petites choses, des petites news très intéressantes. 1, Galéon.
Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. On en avait parlé il y a quelques temps de Galéon. Donc Galéon, en fait, a poussé par rapport à son plus bas, qui est relativement récent, c'était il y a à peu près 3 semaines de cela, il pousse plus 50%. Le projet Made in France explose, listing sur Binance à venir, gros point d'interrogation. Alors ça, c'est une news qui est passée assez récemment pour le coup, donc c'était hier. Le machin, il pump, formidable. Et en fait, ils expliquent que potentiellement, il y aurait une très grosse annonce par rapport au live sur Binance, qui serait potentiellement dit ce soir à 19h. Donc, pour celles et ceux qui sont sur Galéon et qui ont oublié ce token, qu'ils ont dans leur wallet, bah potentiellement aller faire un petit tour à 19h sur Binance Live, expliquer très probablement l'excellente performance de la crypto-monnaie sur les marchés. Ce rendez-vous est marqué sans aucun prétexte, dans la mesure où l'équipe de Galéon promet une grande annonce. Est-ce que ce sera potentiellement le listing sur Binance? Effectivement, un accès à de nouveaux investisseurs, etc., etc., etc. Donc c'est toujours très intéressant, et je suis très heureux qu'un aussi petit projet, parce que ça reste un tout petit projet, aujourd'hui c'est 21 millions de market cap, qui soit listé sur Binance, je trouve ça plutôt propre pour le coup, donc bravo à vous si c'est le cas. Est-ce que ça veut dire potentiellement que j'achèterai ou pas du Galéon? Pas forcément, j'attendrai que les gros portefeuilles vendent bien évidemment à d'autres petits pour derrière en fait peut-être racheter à moins 50%, comme vous le savez. Mais c'est quand même une très très bonne nouvelle pour les Galéons, je suis très heureux pour eux, puisque j'ai tendance à parler plutôt négativement de ce type de projet entre guillemets médico-sociaux par rapport à des API sur de la gestion de la data ou de la big data par rapport aux hospitaliers. Mais quand il y a des bonnes nouvelles, il faut aussi en parler, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. On continue avec quelque chose de très intéressant, vous ne pas passé inaperçu, Elon Musk a racheté Twitter, formidable, il va le sortir de la bourse, et il continue à faire entre guillemets de Elon Musk, tout simplement. Donc ce sera 8$, en fait il veut tout simplement facturer, vous l'avez tous compris je pense, les comptes entre guillemets validés à 8$ par mois. Est-ce que lui va le payer? Bonne question. Bruno Le Maire monte au créneau, il veut pas payer les 8$, je rappelle que Bruno Le Maire a une dotation chaque mois par rapport à des frais de gestion qui peut très bien inclure dans Twitter, donc je pense pas que sur les 8600 € qu'il a tous les mois, je pense pas que ce sera très compliqué de mettre 8$, donc j'ai toujours très rigolo et ça me fait toujours très sourire par rapport à ces interventions. Je suis pour de rendre payant ce type de choses, puisque ça permettra peut-être éventuellement de réduire un petit peu les faux comptes et ces usurpations d'identité. Donc c'est compliqué pour nous, vous êtes très nombreux à me l'avoir dit, qu'il y avait des faux Hermès, etc., ou des faux rois Hermès sur Twitter. Je suis plutôt pour, si j'utilise entre guillemets ce réseau social, de pouvoir payer pour restreindre, limiter, si vous voulez, la possibilité d'usurpation d'identité, qui serait plutôt intéressant. Je ne vois pas pourquoi il y aurait potentiellement une oligarchie qui serait favorisée par rapport à Twitter, et je suis plutôt dans son sens actuellement, et ça ramènera beaucoup d'argent. Vous pouvez bien sûr l'imaginer à Twitter. Donc si vous voulez demain réinvestir dans l'action, ou investir dans l'action Twitter qui sera potentiellement mis à disposition dans les prochaines semaines, ça peut être intéressant actuellement, logiquement. Il le sort, vous pouvez pas acheter ou vous pouvez plus spéculer, me semble-t-il, sur l'action Twitter. Jusqu'à preuve du contraire, il me semble qu'il sort l'action, en tout cas celle qu'on connaît, Twitter à 54$ à peu près. Donc je trouvais ça très intéressant, mais Elon Musk continue à faire du Elon Musk et je pense que c'est pas fini, pour le coup bien évidemment. Dernière petite news, je trouvais ça aussi très pertinent de vous en rappeler. Midterm 2022, on en a parlé hier, à 6 jours du vote, Biden appelle à se défendre la démocratie face aux électeurs davantage préoccupés par l'économie. Comment c'est possible en réalité de dire ça? Bien évidemment que tout le monde en fait s'intéresse à l'économie. Dans la majorité des cas, économie égale travail. Économie égale argent. Si l'économie va mal, mon travail va mal, donc mon argent va mal, donc ma vie va mal. Donc de dire l'économie, ça passe au second plan, vive la démocratie. Je le rappelle à M. Biden, il est quand même président de la première puissance mondiale, qui est un pays capitaliste, ultra-libéral capitaliste, et ne pas se soucier pour une première économie mondiale, maître du monde où l'hégémonie du dollar est encore omniprésence à travers le monde, ne pas se soucier de l'économie, je pense que c'est un non-sens. Ça m'a tout simplement fait rire. Donc, au midterm, si quelques Américains m'écoutent, favorisez l'économie. Favorisez l'économie, et rassurez-vous, si ça passe républicain au niveau de la Chambre des représentants, il se passera bien évidemment pas grand-chose pour le reste de son mandat. On l'a encore vu hier. Voilà, j'ai fait tout le tour de tout ce que je voulais dire. J'espère que je vous ai aidé. On n'ira pas beaucoup plus loin dans cette vidéo, mais je trouvais ça très intéressant. Pour moi, je favorise toujours et encore la hausse, bien évidemment, pour cette petite respiration. On peut continuer, bien évidemment, à s'apprécier. Les indicateurs sont de plus en plus verts, et en tout cas, les dips tendent à échouer. C'est ça qui est super important. Les dips tendent à échouer. Et tant que les dips échouent, l'objectif c'est de faire de nouveau plus haut tout simplement dans cette toute petite dynamique tendancielle haussière. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo du Bitcoin. Ciao.